de la 4.12, donc ça fait un petit moment qu'elle était en attente, et puis il y a des fonctionnalités plutôt intéressantes à se partager et à échanger ensemble. Donc, bon, vous me connaissez, c'est moi qui vais animer la session hein, sur la partie Cerberus Testing. Juste une petite présentation, enfin, un petit lien sur la partie YouTube. Hein. Donc là, on est en train d'enregistrer la session. L'objectif, c'est comme d'habitude de la partager. On a basculé sur Zoom d'ailleurs pour que la qualité de la vidéo ce soit un petit peu plus propre et que ce soit plus facilement partageable. Donc du coup, vous la retrouverez en live. On en fera sans doute une en anglais à la rentrée plutôt, qui repartagera à peu près le même contenu. Donc là, l'objectif du contenu, c'est parcourir ensemble le changelog. Des fois, on fait on explique dans un changelog de manière assez synthétique et on a par moment un petit peu de mal à comprendre. Donc là, on parcourt le changelog ensemble et puis j'illustrerai les changements de version, sachant que j'ai 2 instances de Cerberus sur 2 versions différentes. Donc, je me suis mis une instance sur l'ancienne version qui est encore en 4.11.2. Et puis, j'ai ici une nouvelle instance qui est sur la 4.12. Donc, ça permettra de voir quand il y a des écarts entre les 2 versions, que vous compreniez bien les écarts qu'il y a entre les 2 versions et où ça se situe au niveau du changelog. Et donc, on va se parcourir les bugs. On va commencer par les bugs fixes. On parcourra les nouvelles features qu'il y a dans la nouvelle release. Et puis, on partagera ensemble aussi un peu les points d'attention si vous décidez de monter une version. Voilà, il n'y en a pas des tonnes, mais on se les parcourra rapidement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. On est une dizaine, donc on peut largement commenter, échanger pour être sûr que vous compreniez bien. Voilà, posez les questions et intervenez si le sujet n'est pas clair. Alors, on commence par les bugs fixes. Alors, le premier bug fixe qu'on a corrigé, c'est quand on intègre une step à partir d'une librairie. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre un cas de test que j'ai créé ici. On va prendre un cas de test sur la nouvelle release. Alors, sur l'ancienne release, donc là, j'ai fait un cas de test où j'ai mis un step en librairie. Là, je suis sur l'ancienne version. Et en fait, ce qui se passait dans l'ancienne version, c'est que quand j'importais, donc là, je viens d'apporter le même step qu'il y avait au-dessus. Ici, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais tout était vide. Ouais, il fallait sauvegarder pour pouvoir le voir. Voilà, il fallait sauvegarder, effectivement, et seulement après, on voyait le bug. Donc, du coup, ça a été corrigé. Je fais la même chose dans la nouvelle version. Vous voyez un petit peu. Et donc là, quand je fais un create, j'ai bien la totalité du step que j'ai importé. À noter aussi qu'en même temps, on a corrigé quelque chose qui était pas bien fait aussi historiquement, c'est que les informations ici qui étaient au niveau des conditions de loop, ils n'étaient pas bien repris dans l'ancienne version. Donc, je vous le refais ici en réinsérant la fonctionnalité. Donc là, j'ai inséré mon bug qui est marqué Always, mais si ici dans la librairie correspondante, donc je change et au lieu de mettre Always, je mets Verify Element Present par exemple. Si je reviens dans mon test précédent, ici je vois toujours Always, alors que normalement c'est supposé un Verify Element Present. Donc en fait, on affichait, ça se passait bien au niveau des actions et des contrôles, mais au niveau des conditions, au niveau du step, le truc n'était pas bien repris, ce qui pouvait introduire de la confusion. Ouais, on avait un problème. Ouais, au niveau des mises à jour aussi dans les data libs, au niveau des steps, tu sais, quand on nommait, enfin, je sais pas si dans les bugs que tu as corrigés, quand on ajoutait une step de librairie et qu'on changeait le nom de la step, ça changeait pas le nom de la step dans toutes les librairies qu'ils utilisaient, enfin, dans tous les cas de test qu'ils utilisaient. Ça, faudrait peut-être regarder alors. Alors, c'est pas bien méchant, je veux dire, mais c'est juste pour la lecture, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est quand même un peu pénalisant. Donc, Ouais, ouais.
Donc, hésite pas à créer un ticket pour qu'on le corrige. C'était quoi? On va regarder si c'était déjà Là, tu vois, disponible. ta step, elle s'appelle Open Cerberus Website. Ouais. Donc, si tu changes le nom de ta step en librairie, je suis pas sûr que dans ton cas de test, le nom sera mis à jour. Alors ça pour le coup, c'est un choix. C'est que en fait, il y a quelques informations que tu peux quand même modifier dans la step attachée. Donc ici, par exemple, le force exécution, il est bien disponible en modification parce que même quand bien même tu utilises une librairie, tu peux décider, c'est plutôt lié au cas de test dans lequel tu attaches ta librairie. Tu vas dire, bah, un coup je le force ou un coup je le force pas. Ah, C'est d'accord, donc pour il y a ça des que ça a été modifiables. Ok. et la description, c'est la même chose. Parce que tu peux vouloir du coup contextualiser dans ton cas de test en disant, bah, ça fonctionnellement, j'utilise une librairie qui fait de manière générique un ajout panier. Mais là, en fait, dans ce test là je veux mettre ajout au panier de mon produit particulier. D'accord, ok. Donc, ça, pour le coup, c'est voulu. Après, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est rajouter le descriptif ici, à côté du imported from. Ça me permettrait d'avoir le descriptif de la librairie et puis ici le vrai descriptif utilisé dans le contexte de l'import. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est le premier. Alors, le deuxième, c'est la suppression des application objects. Ça, c'était aussi un peu pénible. Alors, pas bloquant dans le sens où, alors, je suis sur la. Ah, il a quand même bien voulu le faire. Suppression. Donc, quand je fais une suppression, là, j'ai une erreur. Donc, ça empêchait de nettoyer les anciennes application objects. Donc là, si je vais sur la nouvelle, supprimer celle-là, par exemple, hop, là, ça supprime bien. Donc, ça permettait pas de en nettoyer. Donc là, vous allez pouvoir à nouveau nettoyer vos application objects dès que ça sera terminé. Ça va ça? Ouais. Ensuite, il y a sur l'utilisation du network traffic, il y avait un petit bug qu'on a corrigé, qui avait été remonté par TF1. Donc, je vais reprendre ce cas de test-là parce que excusez-moi, je crois que c'est oui, le cas de test. Voilà. C'est bien ce cas de test-là. Alors, du coup, là, j'ai fait un cas de test exemple pour qu'on voit un petit peu. Donc, mon cas de test exemple, il fait un open URL sur le site de Damar. Il indexe le network traffic sans spécifier de valeur. Et après, j'entre le mot rob sur sur le champ de recherche, je clique, je prends une copie d'écran et je récupère le network traffic de la partie A/B testing. Donc, de toutes les URL en fait, qui ont transité pendant tout mon cas de test qui contiennent A/B testing. Donc, si je lance ce cas de test-là, on va le lancer sur un robot. Je sais bien qu'on l'a lancé sur un robot proxy. Lancer en exécution automatique. Donc là, je l'ai lancé sur l'ancienne version de Cerberus. En même temps, je vais le lancer sur la nouvelle. Donc, c'est exactement le même test. Hein. Donc, il ouvre l'URL, il indexe le network traffic, il met rob, clique, il prend un screenshot et il récupère le trafic A/B testing. Pareil, je vais le relancer aussi. Donc, je vais le lancer. C'est bon. Donc là, du coup, si on regarde sur l'ancienne version, donc, ce qui s'est passé ici, c'est donc bon, tout s'est bien passé. Hein, il a bien ouvert l'URL. Il a ici indexé le network traffic qui s'est arrêté au 60e hit. Il tape donc il saisit la partie rob, il valide l'écran.
Ici, on voit le résultat en screenshot et le network traffic résultant. Voilà, le problème, c'est qu'ici, tout est à 0. Donc, en fait, le bug consistait à dire qu'à partir du moment où je faisais ici un set network traffic content, ça ne marchait que si je n'ai pas fait précédemment un index network traffic. Donc, à chaque fois, si jamais vous utilisiez le set network traffic content, à partir du moment où vous faisiez un index network traffic content avant, et ben le set network traffic, il était tout le temps vide. Et donc, si on regarde le nouveau cas de test, si on regarde le nouveau cas de test, lui, corrige bien l'issue. Donc, ici, le get network traffic, je retrouve bien la totalité de mes hits A/B testis. J'ai juste corriger le nom de mon bouton. Désolé, l'erreur, c'était pour que je puisse montrer une autre évolution qu'il y a juste derrière. Ça va mieux là. Voilà, donc là, il a bien cliqué sur le bouton et dans mon set network traffic, voilà. Là où avant j'avais 0 parce que je ne retrouvais pas mon hit A/B testi, bon là je retrouve bien le hit A/B testi. Donc il n'y en a qu'un seul hit qui a été fait, mais je le retrouve bien, donc ça corrige le problème. Donc ça c'est intéressant parce que en fait c'est toutes les fonctionnalités de filtre sur le network traffic qui étaient importantes, et quand on veut faire des cas de test en trappant des hits spécifiques à des fournisseurs particuliers, on était obligé de passer un JSON avec l'ensemble. On ne pouvait plus en fait filtrer à l'intérieur du traffic content, ce qui complexifiait un peu l'écriture des cas de test. Donc là, on rebénéficie à nouveau du filtre dans l'URL sur le set network traffic content, même si j'indexe et je découpe mon cas de test en indexant le trafic réseau. C'est clair sur cette partie-là? Enfin, ton explication est claire. Enfin, moi, je m'en sers pas pour mes tests, mais ouais, ton explication est quand même. Ok. Ensuite, on a fait quelques fixes. Alors, là, c'est plus de l'ergonomie sur les properties. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué aussi, mais ça avait été cassé dans une version précédente. Quand je définis ma liste de propriétés et que je commence à saisir dans un champ un property, ici, je ne retrouvais pas l'autocomplete. Donc, je pouvais pas, Cerberus ne me proposait pas les propriétés qui étaient déjà créées. Ça faisait un moment que c'était comme ça, non? Je sais pas exactement depuis quand, mais Parce que moi, j'ai toujours eu besoin de le rentrer à la mano, le nom de la propriété. Enfin, ça m'a jamais choqué parce que je savais pas que c'était. tu vois, donc tu considérais que c'est une nouvelle feature, mais Ouais, tant mieux, ouais, non, ça fait du bien. normalement, normalement ça devait marcher, et donc on doit proposer en fait les propriétés que j'ai saisies pour Ouais, éviter puis ça que évite les erreurs au niveau de l'écriture, quoi. c'est ça. Ouais, c'est top. Donc ça a été corrigé aussi. Euh, Si je Par passe à contre, la suite. il fait pas encore le lien entre la propriété et la data library, du coup. Pour un get Ouais, from data library, le deuxième élément, il le fait aussi. sur quel truc? Bah, là, le premier truc que tu mets, c'est la propriété, le nom de la propriété. Ouais. Et ensuite, quand on appelle une data library, on met le nom dans la data library. Ça, par contre, il le trouve pas encore, j'imagine, c'est. Non, ça, il le trouve pas, non. Non, Ah, c'est dommage. il complète juste avec la propriété. Mais si c'est Ah, effectivement, quelque chose. si la propriété est composite à des subdata et plusieurs lignes, plusieurs colonnes, non, là, il n'y a pas d'autocomplete sur ce truc-là.
Ouais, ça serait un peu le bordel niveau dev parce qu'il y a pas mal d'éléments en data lib en général. Donc, ouais, ça peut être. Ouais. Yes, ça marche. Mais c'est vrai que ça pourrait être envisagé. Hmm. Ensuite, il y avait une régression sur la création de ce qu'on appelle les robots de déclin, les déclinaisons robots. Donc là, pour illustrer, donc en fait, alors je ne sais pas si vous l'aviez en visu, mais attaché à chaque robot, il y a possibilité ici quelque part, ça surcharge le nom du robot pour mettre ici une notion de déclinaison de robot. Et cette notion de déclinaison de robot, quand on lance le cas de test, elle va être utilisée dans le reporting de campagne. Donc là, si je fais une campagne, sur cette partie basse, ici en colonne, là, le Cerberus Chrome Proxy, c'est quand la déclinaison de robot n'est pas définie, il va prendre le nom du robot. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Hein. Le robot, c'était Cerberus Chrome Proxy. Mais si je ne veux pas afficher ici Cerberus Chrome Proxy, mais je vais plutôt afficher que c'est un Chrome version 90, j'en sais rien. Je peux mettre juste Chrome 90 et Cerberus, malgré le fait qu'il va bien utiliser Cerberus Chrome Proxy, il va afficher ici, dans cet état, le Chrome 90. Donc ça permet aussi d'avoir ici des libellés de Et contexte de robot qui correspondent à ce qu'on veut réellement faire dans le robot. En fait. c'est Souvent, déjà le cas c'est déjà le cas du mobile du coup là-dessus. Parce que quand tu lances t'as un robot sur du mobile, tu as tous tes téléphones et du coup tu as une colonne par téléphone. C'est un peu la même idée finalement. ouais, donc, Pour le web. tout à fait. Et donc, du coup, quand tu crées ton robot et que tu veux faire ça, bah, ici, tu auras tendance à mettre un nom un peu compliqué parce que d'un coup, tu vas peut-être utiliser du browser stack ou des robots différents et tu vas vouloir mettre dans le robot aussi ce que tu utilises comme infra derrière pour porter le Ouais. robot. Sauf que Mm. quand tu le lances dans ton contexte d'utilisation dans les reporting, ici, tu t'en fous que ça soit du browser stack. Parce que tu veux savoir si c'est du. Un coup, tu vas juste vouloir savoir que c'est du Chrome, du Firefox ou du Safari. Ou des fois, Mm. tu vas vouloir dire que c'est un Chrome avec différentes versions. Ou alors, tu vas vouloir dire c'est Chrome, mais en résolution grande, ou résolution petite, ou résolution basse. Et pour que ça soit plus lisible dans le reporting, ici, il y a un champ qui permet de mettre la valeur fonctionnelle en fait, que porte la configuration de ton robot. D'accord, ok. Ouais, c'est pas mal ça en Et, lecture. et le bug, donc, le bug derrière ça, c'était que quand on lançait une exécution, quand on lançait dans l'ancienne version, quand on lançait cette exécution, mais dans un mode manuel, c'est-à-dire c'est pas Cerberus qui lance le cas de test, mais c'est manuellement rentré par l'utilisateur. Donc Mhm. si je force en manual execution, que je lance l'exécution, quand Cerberus il crée la configuration, ici ces champs-là n'étaient pas renseignés. Vos déclinaisons étaient vides et les informations de plateforme et browser étaient complètement vides. D'accord. Mm. Donc ça, du coup, ça a été corrigé. Maintenant, si je refais une exécution manuelle sur ce cas de test-là, donc je vais retrouver la même exécution manuelle, mais là, je retrouve bien ma déclinaison. Donc ça, c'est important quand on fait des campagnes finalement, quand on intègre des exécutions manuelles dans les campagnes, parce que sinon, ça séparait en fait dans le reporting les exécutions manuelles sur une déclinaison robot vide. Et pire, si je voulais faire des exécutions manuelles sur différents navigateurs, je ne passais plus l'information du navigateur à utiliser par la personne qui exécutera le cas de test. Voilà, donc ça, c'est corrigé. Un autre correctif qui avait été demandé, là, c'était côté Decathlon. Pareil, j'ai illustré sur même cas de test. Donc, c'est dans la définition des propriétés, ce coup-ci. J'ai créé une propriété en exemple, qui est celle-là. Je vais vous montrer. Donc, quand on faisait, alors ici, c'est un exemple de cas d'usage avec une propriété de type get from JSON. Donc, je récupère avec un JSON pass un message issu là, je l'ai mis en dur, mais on peut mettre une URL de service, mais on récupère à partir d'un JSON une structure et quand le résultat ici me retourne
un tableau. Donc, c'est le cas ici, parce que je prends tous les phone numbers, enfin, tous les champs types du phone number. Et là, j'en ai deux, celui-là et celui-là. Quand il se passe, quand, quand le résultat du JSON pass me retournait une chaîne de caractères avec des caractères type un slash ici, Cerberus, alors c'est pas Cerberus qui faisait ça, c'est la librairie de parsing JSON. Elle rajoutait un anti-slash systématiquement à chaque cas de test. Si je vais sur la dernière exécution, on va voir ce que ça donne. On va relancer. Je ne vais pas prendre la dernière, celle d'avant. Donc, si je prends l'exécution juste avant, où j'ai dû justement calculer cette propriété, là, on voit le résultat, je ne sais pas si vous voyez, on voit que dans le résultat, il a bien récupéré les iPhone test et home, sauf qu'au lieu de mettre un iPhone slash test, il a fait un iPhone anti-slash slash test. Donc, il a protégé le slash. Et donc, ça, pareil, en termes de parsing de JSON, ça posait quelques problèmes parce que ça nécessitait de retraiter le résultat pour enlever les anti-slash. Et donc là, dans la dernière version, si je prends une exécution, donc là, on retrouve bien donc c'est cette valeur-là. On a fait exactement la même propriété avec le même calcul de propriété. Et là, ça a bien été nettoyé. On reçoit réellement la chaîne de caractères qui est remontée du JSON. Voilà, donc ça, c'est une petite subtilité. Et après, voilà le dernier bug fixe qu'on a corrigé. Peut-être aussi tomber dessus, c'est quand on crée une action, je vais le faire ici, je ne sauvegarderai pas. Donc, quand on crée une action de type call service, ici, l'autocomplexion, pareil. Alors, l'autocomplexion fonctionne, sauf que si ici, je voulais définir un nouveau service, donc là, en l'occurrence, demo resget, il existe, donc j'ai bien mon bouton d'édition. Mais si je mets un démo resget 2 qui n'existe pas, ici, j'ai encore mon bouton d'édition. Et du coup, ça me charge quelque chose de complètement vide. Donc, je ne reprends rien. Si je regarde le correctif qui a été fait, donc si je fais la même chose, je rajoute mon call service. Donc ici, j'ai toujours ma liste de mon autocomplétion, sauf que on l'a vu avant, mais si du coup, si je rajoute une valeur qui n'existe pas, là, il me met bien le plus pour le créer. Et je peux le créer derrière de manière un peu plus. Oui, il prend la valeur que tu avais saisie avant, du coup, puis tu peux le créer. Il prend, exactement, ouais. Il prend la nouvelle valeur et du coup, je peux le créer si il n'existe pas. Ça me permet de le créer à la volée. Avant, du coup, vous étiez obligé de repasser par l'écran de création de service pour pouvoir créer le service. Là, finalement, la 4.12, d'un point de vue bug fixe, pas mal d'améliorations de confort, finalement, j'ai l'impression aussi. Ouais, pas mal d'autocomplétion voilà, qui était un peu sorti. Et après, en nouvelle feature, il y a pas mal aussi d'améliorations dans l'interface pour faciliter l'ergonomie. Top. Donc ça, c'est pour les bugs fixes. Alors après, pour les nouvelles fonctionnalités. Donc, première nouvelle fonctionnalité qui nous avait été demandée. Donc là, la nouvelle fonctionnalité, on ne verra pas dans l'ancienne version, bien sûr. Donc, recharger ma page. Donc ici, maintenant, il y a une nouvelle fonction de propriété qui s'appelle getOTP. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des use cases comme ça. C'est pour faire des codes uniques, en fait, des doubles autantes sur certains systèmes. Donc, certains systèmes vont vous permettre, en fait, vont demander à l'utilisateur de saisir un code, parce qu'au moment où je me connecte, en fait, il y a souvent un SMS ou un mail qui est envoyé en double autante par un autre procédé, et l'utilisateur doit ressaisir le code de double autante pour pouvoir se connecter au système. Et donc, pour pouvoir tester ces fonctionnalités-là, donc il y a des librairies OTP. Donc, en fait, les développeurs peuvent vous fournir un code secret. J'en ai mis un, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Pas grande valeur, celui-là.
Et en renseignant ce code secret dans cette propriété-là et en utilisant la fonctionnalité getOTP, donc Cerberus va calculer le code OTP qu'on pourra directement utiliser dans le cas de test. Donc sans devoir du coup automatiser la partie je récupère le contenu du SMS ou je récupère le contenu du mail directement. Donc si on ne veut pas tester ce process-là, mais on veut juste utiliser se loguer, ça permet d'accélérer les cas de test en récupérant directement le code de connexion. À mon avis, c'est une demande qui a été faite dans le secteur bancaire, non? C'est une demande qui a été faite, c'est Gauthier qui nous a demandé ça au Canada. Alors, je ne sais pas dans quel secteur c'était, mais c'est possible. Ouais. Ah, Gauthier Lassalle. Ouais. Peut-être. Ouais. Non, c'est vrai que pour tout ce qui est bancaire, à mon avis, c'est une contrainte NIOTA, c'est bien qu'il y ait ce truc-là. Ouais, et puis, comme de toute façon, la double tente, c'est des choses qui vont arriver. Enfin, si vous n'en faites pas un jour ou l'autre, je pense que vous serez. Ouais, on va bien. On vous demandera d'en faire. Donc là, du coup, voilà, la propriété ici, par exemple, elle a envoyé un code de saisie 234 660. Donc, en fait, il valabilise la donnée qu'il a reçue et après il la renvoie, c'est ça? Ah, tu peux la réutiliser du coup? Non, en fait, le process, c'est que normalement, si tu as un système comme ça de type one-time password qui est développé par le système que tu es en train de tester, Ouais. si tu te mets en relation avec tes développeurs, ils seront en mesure de donner la clé que tu peux utiliser pour Ah, le ok. tester. Et en Ok. utilisant cette clé, si tu utilises ce type Cerberus, Cerberus te calculera un code de connexion valide qui marchera pour te connecter au système. Ouais, c'est comme un token, quoi, finalement. C'est un peu ça, ouais. La clé, Ouais. c'est un peu comme un token qui t'autorisera à connecter. Le problème, c'est que cette clé te génère un code, mais qui n'est valable que sur une période limitée. Donc là, Ah, si je relance mon test, par exemple, il va me donner un code qui sera différent. Donc, la validité du code qu'il vient de me donner, elle n'est pas illimitée, en fait. Donc, ouais, ça évite de retourner, enfin, quand tu fais un test sur du web et que tu récupères un code, souvent c'est par SMS, donc là, ça va être un peu une contrainte ouais. de tester, c'est un peu long. Ah, Ouais. bah, c'est. Et Il va là, être tu peux content, Gauthier. normalement directement récupérer le code sans effectivement devoir automatiser la partie SMS. Ouais, il va être Ouais, content, tout ça Gauthier, va là. automatiser. Il va le faire facilement, du coup. Ouais, bah, après, lui, il utilisait une version snapshot de Cerberus pour valider que ça fonctionne bien. Donc, on l'avait débloqué il y a un petit moment là-dessus en rajoutant cette fonctionnalité. Donc, voilà, donc c'est la gestion de la double tente. Ensuite, il y a donc une fonctionnalité majeure là qu'on a intégrée. On fera sans doute un meet-up dédié au sujet avec l'équipe de développement des Eratum. Eratum, c'est un algorithme développé par dans un contexte universitaire, et qu'on a commencé à déployer ici dans Cerberus. Et l'objectif d'Eratum, c'est de résoudre un peu le problème de calcul des XPath et de stabilité des XPath. Donc, je pense que vous avez tous eu sans doute des soucis où quand vous mettiez un XPath, d'une version à une autre du site, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Il faut ajuster le XPath pour trouver la bonne valeur au moment du site. Donc c'est souvent ce qui se passe, ou alors ce qui se passe, c'est effectivement la difficulté de prendre un XPath en essayant de prendre des balises qui sont stables entre plusieurs versions du site qu'on est en train de tester. Soit c'est complexe pour le testeur de trouver le bon XPath qui va être stable, soit il met un XPath qui n'est pas stable et on se retrouve à devoir relativement régulièrement le corriger. Donc pour corriger ce problème-là, il y a un algorithme qui a été écrit qui s'appelle Eratum par des universitaires avec qui on a fait un partenariat. Et du coup, comment fonctionne l'algorithme, pour que vous ayez une idée, c'est quand on va prendre l'élément va être pris avec le contexte complet de la page sur lequel j'ai pris mon élément. Et donc, on va donner à Cerberus non seulement le XPath complet pour accéder à l'élément, mais on va aussi donner avec ça la page dans laquelle j'ai pris ce XPath. Tout ça, ça va faire partie de la définition de l'élément.
Et quand Cerberus va passer sur une page qui est normalement la même que celle où on a spécifié le bouton à cliquer, par exemple, Cerberus va prendre le code source de la nouvelle page dans laquelle je suis. Ouais. Il va envoyer ça à Eratum. Donc, il va envoyer à Eratum l'ancienne page, la page d'origine sur laquelle j'ai pris le premier XPath, la nouvelle page que je constate au moment où je lance mon cas de test. Eratum va faire un matching en prenant les pages complètes. Donc, il va évaluer des critères discriminants pour faire le lien entre les anciens éléments et les nouveaux éléments, enfin, les éléments de l'ancienne page et les éléments de la nouvelle page. Et il va calculer des probabilités donc sur base de j'ai combien d'attributs ou de valeurs de champs qui matchent en fonction de l'ancien et de la nouvelle page. Et donc, il va sortir en retour une table de correspondance entre tous les anciens éléments et tous les nouveaux éléments considérés dans la nouvelle page. Et donc, on va prendre l'ancien XPath qu'on va convertir pour le transformer sur la nouvelle page et pour pouvoir la basculer. Ça paraît simple quand tu l'expliques, mais niveau dev, ça doit être super complexe de faire ça, non? Au niveau dev, côté Eratum, ils ont mis un petit peu de temps à l'optimiser parce qu'ils ne voulaient pas faire en plus un algorithme en spécifiant en dur les attributs qu'on peut considérer comme discriminants ou pas. C'est pour ça qu'il va parser la totalité de la page et par exemple, il va mettre moins de poids de discriminant sur un élément qui est massivement utilisé dans la page. Donc, par exemple, si dans la page, vous avez des classes avec des valeurs de classe qui sont utilisées sur la moitié des éléments, Eratum ne va pas considérer que c'est discriminant et il ne va pas s'en servir. Par contre, si vous avez un href qui est vraiment spécifique et que vous le retrouvez une fois sur les deux pages à un seul endroit, il va considérer que c'est discriminant et il va dire il y a la probabilité que ce soit le même élément, elle est maximale. Durant vos phases de test du truc Eratum, là, c'était quoi votre pourcentage de réussite? Tu me dis que c'est pas 100%, il y a quand même des cas, ça ne doit pas pouvoir le retrouver, non? Alors, on est en train d'évaluer ça de manière un peu plus poussée avec Redoute. Ouais. Les premiers cas de tests qu'on a fait, donc, il y a eu évidemment des tests unitaires faits directement par Eratum quand on a commencé à l'intégrer dans Cerberus. Il y avait eu déjà pas mal de tests qui avaient été faits en amont. Et avec Eratum, après l'intégration, on a fait des tests unitaires d'utilisation et pour l'instant, c'est plutôt concluant. Donc, les tests qu'on avait fait, par exemple, c'est je ne sais pas si Philippe est là parce que je crois que c'était lui qui avait fait le cas de test. C'était entre un environnement c'était carrément entre un environnement de prod et du AT, Ouais. où on avait spécifié le cas de test sur un layer de navigation Redoute en voulant cliquer sur une catégorie femme, par exemple. Et donc, on avait mis un XPath sur un layer de nav dans une version de prod qui pointait sur femme. Et on l'a fait en XPath, on l'a fait en Eratum. Et le même cas de test, on l'a lancé sur la recette, alors que dans la recette, il y avait des évolutions. Le layer de nav avait été complètement refait. Il y avait toujours une catégorie femme, mais avec une structure qui avait juste rien à voir. Et la méthode par XPath, elle ne retrouvait plus L'élément, ouais. femme, et Eratum l'a trouvé. Donc, on a pour l'instant des cas unitaires. Je ne sais pas si tu es sur le call, Philippe. Non. Il est là pourtant. Ouais. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend. Si, on t'entend. Ok. Ouais, on a fait le test avec deux versions complètement différentes du site, mais que l'élément était présent et Eratum a réussi à trouver le nouvel élément. Et il nous montre après quel était le XPath qu'il a utilisé. C'est canon quand même, c'est canon ce truc-là, ça fait gagner un temps fou. Des fois, enfin, la meilleure méthode pour moi, c'est quand même l'ID, parce que tu mets des ID, tu es tranquille, mais des fois, tu n'as pas la main. Contrôle, ouais. Puis tu as des Ouais, frameworks qui changent et tout, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Des Ouais, fois, donc, tu as les Du coup, idées qui sont dynamiques. Du coup, que je comprenne bien le fonctionnement, quand vous avez un changement, enfin, le fonctionnement d'Eratum, il est systématique ou il faut solliciter Eratum sur des cas de test sur lesquels on pense qu'il y a un souci?
Ouais, alors ce qu'il faut garder en tête, Michael, c'est que effectivement l'utilisation d'Eratum, bah, ça consomme plus de ressources parce que forcément quand tu vas vouloir retrouver ton nouvel élément, bah, ça veut dire que Cerberus il va faire le matching entre deux pages qui peuvent être assez costauds, hein, et il va mapper la totalité des champs des deux pages. Donc il y a un petit voilà, il y a un temps un peu supérieur parce qu'il faut que le temps qu'on part ce truc-là, qu'on rematche les éléments et qu'on les matche ensemble. Mais honnêtement, enfin, après sur les 4 tests que j'ai fait moi, je ne vois pas une énorme différence en termes de rapidité d'exécution. Donc la prochaine étape, enfin, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est faites-le de manière ponctuelle parce que quand vous savez que vous pointez sur des éléments sur lesquels vous savez que ça va bouger ou c'est des trucs qui bougent régulièrement, mettez du Eratum, puis ça permettra aussi, donc encore une fois, là, je pense en septembre, on refera une session avec les gens d'Eratum, parce que ça permettra aussi de partager des use cases un peu plus globaux, parce qu'eux, ils sont dans le même état d'esprit de Cerberus, d'améliorer leur algo et de trouver un algo qui j'espère, vont résoudre un peu tous ces problèmes-là. Ouais, puis encore une fois, c'est pas cher payé. Je veux dire, si le temps de réponse est un peu plus long, mais que ça évite de sans arrêt devoir retourner dans le site, modifier l'espace et tout ça, bon, Ah, clairement, hein, clairement. Parce c'est que pas cher c'est payé. enfin, en plus, quand on dit c'est un peu plus lent, voilà, c'est une demi-seconde en plus ou quelque chose comme ça. Donc, c'est Ouais, quelques bah, centaines de millisecondes. C'est pas, Hmm. donc, il faut pas trop s'en priver. Euh, Mais donc, on a la possibilité de déclencher Eratum ou pas? Ou est-ce que ouais, de alors, toute... du coup, je vous montre comment, en termes de cinématique d'utilisation, comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un plugin Chrome que vous pouvez installer du coup sur votre navigateur. Donc, il y a un plugin Cerberus. Alors, je l'ai mis sur le. Ici, vous avez dans le GitHub de Cerberus un projet qui s'appelle Cerberus Chrome Extension. Et dans ce projet Cerberus Chrome Extension, ici, il y a l'URL pour le récupérer sur le store de Google. Enfin, ou alors, vous allez sur le store de Google et vous cherchez Cerberus Extension et vous hmm. allez le trouver. Et ça va vous installer ce petit icône-là sur votre navigateur. Et après, bah, si je vais sur le site d'Amar, je vais sur la page. Donc, il suffit ici de cliquer, d'activer Eratum. Donc là, je clique dessus pour récupérer Eratum. Ça highlight l'élément que je veux pointer. OK. Et quand je clique dessus, ici, tu vois, alors, il a disparu, mais si tu as vu un moment, il était marqué, on va refaire, marqué copier to clipboard. Et là, il copie directement le lien Eratum qu'il faut positionner dans le cas de test. Donc là, j'ai fait sur le clic, par exemple, du search. Je vais ici, je supprime le champ et je fais un CTRL-V. Et en faisant le CTRL-V, bah, ce que tu as là, je vais le faire sur un notepad que tu vois, mais en fait, pas le faire. Hein, en vrai, il faut aller directement dans Cerberus et sauvegarder. Mais ce qu'il y a dans le copier, c'est le Eratum égal le XPath complet pour accéder à mon bouton, avec la structure complète de toute la page. Et après, il y a une virgule et le source code complet de toute la page. Euh, du coup, là, on considère que ce que tu viens de prendre, là, c'est le espace de l'élément version Erato, mais du coup, tu peux le stocker dans ta librairie. C'est pas trop grand comme données Alors après, effectivement, j'ai pas fait tous les use cases je le mets en dynamique dans des propriétés, dans des data librairies. Donc, il y aura sans doute des améliorations à faire. Ouais, ouais. Comment vous travaillez. Parce que si Ça, en il faut- l'état, c'est un site où on n'a pas la main pour mettre des ID, bah forcément, autant les mettre dans des data libs. Mais je crois qu'il y a une limite de caractère en data librairie, il me semble. C'est pour ça que je te. Ouais, mais donc du coup, on fera sauter. Alors, elle est vachement loin, hein, donc, mais s'il faut, on la refera sauter. Ouais. Donc, on retaillera les champs de base pour qu'on soit capable de la mettre de la même manière. Ou alors une data librairie spécialisée Eratum. Enfin, faut voir. Ouais, je pense qu'on va plutôt élargir que ce soit. Ouais, ce sera plus simple à gérer. Et donc là, quand on sauvegarde, donc, tu vois, là, en gros, là, au lieu de définir un XPath, alors l'avantage de ça aussi, c'est que du coup, je n'ai pas besoin de chercher mon XPath dans le détail. Enfin, même en use case pour faire un D4 test, hop, je clique là, j'ai mon élément, je reviens là, je fais CTRL-V, je l'ai directement. C'est même plus rapide que faire un XPath finalement. Oui, carrément.
et je récupère ici la valeur Eratum. Alors, quand je sauvegarde mon cas de test, pour éviter d'avoir une interface trop lourde, ici, l'interface va masquer le contenu du source HTML. Mais je peux quand même m'amuser à changer le XPath si je veux le changer à la… Enfin, généralement, il vaut mieux le reprendre sur le HTML. Parce que finalement, le XPath, il est lié aux sources qu'il y a derrière. Et niveau stockage dans Cerberus, ça peut pas te poser problème, ça, par la suite? De stocker les champs avec XX caractères? Oui, c'est sûr que ça va alourdir un peu la taille du repo de cas de test. Mais franchement, c'est négligeable par rapport au gain. Enfin, je veux dire, Cerberus pour encaisser le fait d'avoir beaucoup d'espace avec des données aussi denses, quoi. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Ouais, D'accord. pas trop inquiet. Ouais. Après, ça va être effectivement, ça va être globalement plus de consommation mémoire sur l'exécution des cas de test, plus d'utilisation base de données. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de le tester aussi, parce que si les retours se confirment sur le fait que ça résout réellement le problème, c'est pas grave. Hein. L'overhead de perf, il est vraiment négligeable par rapport au gain qu'on peut avoir à ne pas devoir refaire les XPath systématiquement. Et toi, tu conseillerais quoi, du coup, de ton point de vue un site où on a la main, on peut mettre des AID. Vous voulez mettre des AID, on pourrait passer directement tout un site par Eratum sans se casser la tête. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste expérimental. Donc, il faut le faire progressivement. Et pour l'instant, moi, ce que je conseillerais, c'est de le tester soit sur des applications, soit sur des bouts d'applications, sur certaines pages, ou même isolé sur certains champs où on sait que toutes les semaines, le truc, il saute. Mais le faire progressivement. Je Parce le que ferai, c'est je pense. Ouais. trop jeune pour pouvoir se dire on le déploie de manière massive. Un peu pour faire un peu le bêta-testeur là-dessus, entre guillemets, j'ai une V2 d'un site qui va sortir, là, c'est en cours de dev. Je pense que je ferai une partie par ID, peut-être des sections de pages par Eratum pour voir un petit peu. Ça peut être… Exactement, ouais. Ça, c'est pour moi la bonne approche. Ah ouais. Et après, remplacer progressivement vos éléments. Ça peut être aussi, dès que ça plante, je le corrige en mettant un Eratum, vérifiant qu'effectivement, du coup, je suis moins obligé de repasser dessus. Ça, c'est quand même pour le dire vulgairement, c'est une putain d'évol quand même. Hein. Tu vois ça en Ouais. petit test, Ouais, c'est gros truc. Là. Je suis d'accord. Ouais. Donc là, on voit que Cerberus, du coup, il a pris l'Eratum. Donc là, en l'occurrence, comme je le fais au même moment de la page et qu'il n'y a pas eu d'évolution, il va retomber sur le même lien. Mais donc, du coup, Cerberus, il va calculer le nouvel XPath et il va convertir les Eratum en XPath cible de ce qu'il a réellement utilisé pour aller sur la page. Donc, Cerberus te met le nouvel élément qui a été utilisé. En plus, il restait à concaténer le espace pour que ce soit lisible, quoi. Et du coup, si ce espace-là, tu le remets sur le site de Damar, tu vas retrouver. Ah non, c'est pas en mode. Alors, tu retrouveras si le contexte, parce que là, c'est le XPath dans le contexte de ce que Cerberus a vu au moment où il a lancé son Mon test. exécution par rapport au code source. Ok. Ouais, mais ça te permet effectivement de débugger si tu vois que Cerberus il a bougé le XPath parce que la page a changé. Bah oui, ça te permet de reprendre ce vrai XPath là, d'aller sur la nouvelle version de ton site et de valider quel champ a choisi Eratum. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur Android? Comment? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur Android? Alors, on a fait des tests sur le papier, sur une appli lourde ou un mode web? Non, une application Android native. Ouais. Alors, sur les applications Android natives, en théorie, il n'y a rien qui empêche que ça fonctionne. On l'a testé, ça ne marche pas. Donc, Philippe nous a fait des retours en disant pour l'instant, ça ne marche pas. Mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc, c'est un truc qu'on va corriger. Ça va venir, parce que ça reste une structure XML classique avec des nœuds de la même manière. Donc, sur le papier, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais ouais, si tu veux tester avec nous, volontiers, pour essayer de le faire fonctionner. Je pense que ça pourrait aussi intéresser Simon. Benoît, il n'est pas là aujourd'hui, mais il fait beaucoup de mobile. À son tour, j'en parlerai pour essayer de regarder ça. Yes. Donc là, en fait, le lien qu'on voit sur la page qui commence par Eratum, c'est un lien en fait qui est quelque part variabilisé. Et maintenant,
si la page de référence elle change de code, le processus Eratum va se mettre en place sur base de ce lien-là pour retrouver le bon XPath. C'est ça. Il va Ok. convertir l'ancien XPath là. Et Ouais. si par exemple dans ta structure là, ils ont décidé de dire je mets plus le header dans la deuxième div, mais je le mets dans la quatrième div ou machin chose. Eratum, lui, là, il te laissera. Enfin, la définition, elle serait toujours sur la deuxième div, mais ici, il va dire bah non, j'ai cliqué sur la quatrième. D'accord. C'est un truc, par la suite, si vous voulez aller encore plus loin, imaginons un site où tu as déjà des ID, tu sais, mais tu commences ton automatisation, tu vas récupérer tes ID sur ton site, tes espaces. Ce qui serait intéressant serait de prendre Eratum, cliquer sur l'élément, et s'il y a un ID, au lieu de prendre tout le code source de la page, je prendrais uniquement l'ID. Tu fais la différence entre XPath et ID en fait. Parce que ton ID, peu importe les évols, il ne bougera plus ton ID dans le temps. Alors, si tu es sûr de ton ID, autant mettre un ID, mais là, tu n'as plus besoin d'Eratum. Donc, en mettant ID égal, tu désactiveras Eratum. En fait, c'est toi qui décides. Ouais, tu veux dire que quand tu cliques sur Eratum, là, tu récupères un élément, il te reprend le XPath. Mais si dans ce XPath-là, tu vois qu'il y a un ID, ça peut être intéressant qu'Eratum, il le mette directement en format ID en XPath classique, tu sais. Ouais, mais faut encore vérifier que l'ID, il est unique. Ce qui est normalement le cas, mais ce qui n'est pas systématique quand même. Donc, il faut quand même vérifier que l'ID est unique. Et en plus, il faut être sûr que ton ID, il n'est pas autogénéré et il est stable. Ah ouais, des fois, dans les listes, tu as les ID identiques. Ouais. Donc, là, on a fait un premier cas d'usage. Alors, du coup, sur le plugin, là, pour l'instant, on a fait Geteratum. Voilà, maintenant qu'on a un plugin, on risque de l'enrichir. Parce que, pareil, si vous avez des cas d'usage en disant un bouton pour récupérer l'ID ou un bouton pour récupérer le data Cerberus, ou alors pour pouvoir faire directement la copie d'écran, la zone que je veux cliquer, du coup, dans le bon format. Voilà, là, on ouvre une étape de rendre le travail du testeur plus facile parce qu'on sera mieux intégré au moins au monde web avec le plugin. C'est top, franchement. Ça va, donc on refera un meet-up là-dessus et ça sera l'occasion à la fois de rencontrer l'équipe de dev. Là, c'est Sacha principalement qui travaille là-dessus en alternance dans je ne sais plus quelle société. Et du coup aussi partager avec vous pour avancer dans le test de la feature, confirmer et puis améliorer l'algo si on voit qu'il y a certains trucs qui ne détectent pas bien. Alors, si on avance, j'ai mis à jour l'autocomplete aussi sur les identifiers. J'ai mis tous ceux qui sont supportés par Cerberus. L'identifier, c'est ici ce qu'on a en autocomplete. Parce que du coup, j'ai rajouté Eratum, les pictures, les tests. Donc, avant, je pense qu'il y avait une liste assez limitée. Donc là, j'ai mis tous ceux qui sont supportés par le moteur Cerberus. Donc, juste en cliquant sur le champ, tu as la liste qui apparaît, c'est ça? Ouais. Donc, tu dois définir un élément. Ici, tu cliques sur le champ et tu as l'autocomplete. Il te propose les éléments correspondants. Donc, cette liste-là, dans l'ancienne version, elle était limitée. Là, voilà, il n'y en avait que 4. Alors que Cerberus en supporte beaucoup plus. Là, j'ai étendu pour tout afficher. Alors, je ne sais pas si on aura le temps. On reviendra peut-être après. Je vais le faire juste à l'oral. Mais donc, on a là, c'est sur la partie exécution manuelle. Donc, quand on exécute manuellement un cas de test, je vais le faire peut-être en rapide. Quand on exécute un cas de test en manuel, si jamais ici vous utilisiez des conditionnements, je vais faire un élément visible. Donc si je lance mon cas de test en manuel, dans l'ancienne version, oui non mais je l'ai pas activé. C'est ça. Ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai une erreur parce que en fait, Cerberus, il essaye malgré tout.
de checker si l'élément est présent alors que je suis dans un contexte d'exécution manuelle. Donc ça, c'était l'erreur qu'on avait. Donc si souvent des cas de test qui sont finalement manuels et automatiques et que j'ai commencé à implémenter, mais que je souhaite quand même faire en manuel, ben, on se retrouve avec ces erreurs-là. Dans la nouvelle version, là, ce qu'on a fait, si je refais exactement la même chose, donc je vais mettre aussi un critère qui nécessite du Selenium. Et si je l'exécute en mode manuel, hop. Donc maintenant, ce que fait Cerberus, c'est qu'il ne plante pas et en fait, il rajoute dans le descriptif la condition qu'il faut évaluer manuellement. En gros, on reprend le libellé du step et on met please evaluate if element et on reprend la valeur de l'élément qui se présente en service page ou script. Voilà, ça permet de supporter des cas d'exécution manuelle, même si on a commencé à faire de l'implémentation de cas de test Selenium. Celui-là, je vais le passer. Donc, il y a eu un enrichissement de la structure JSON du network traffic, notamment pour parser le contenu des requêtes GET. Donc, on a restructuré, enfin surtout enrichi en fait. Donc, c'est rétrocompatible. On a enrichi les objets de GET de manière à être capable de facilement JSON pass, isoler un paramètre envoyé en GET et pointer facilement avec un JSON pass simple un élément qui est passé dans les get. Donc ça, c'est Vito qui nous l'a fait des côtés Redoute. Ici, j'ai mis des valeurs par défaut dans les index. Donc ça, c'était pas fait avant. Si je prends un cas de test qui s'est bien passé. Ici, si j'indexe le network traffic et je mets pas de nom, ici, je me retrouve avec du NA, et c'est illisible. Donc là, automatiquement, on va incrémenter, on va faire index 1, index 2, index 3, index 4. Voilà. Sachant que ce qui est encore mieux, c'est de mettre un nom. Ça évite. Ici, j'ai pas mis de nom. Et quand on indexe le trafic réseau, si je mets un nom ici, je le retrouve ici et c'est quand même un peu plus lisible pour voir ce qui s'est passé en termes de réseau sur une étape particulière de mon cas de test. Ok. Une nouvelle servlette qui a été faite là, c'est côté Decathlon, qui permettent de récupérer à la fin d'une exécution de campagne complète le détail du contenu. J'ai mis ici un exemple de retour. Ça, c'est plus pour intégrer le Cerberus avec des outils tiers. Si le lancement des campagnes il est fait par un outil tiers et qu'on veut en sortie de ça récupérer un format disons du compte rendu complet d'exécution. C'est pas avec Ara, par hasard, non? Avec Ara, ouais. Ah d'accord, ok, parce qu'on en parler justement, je n'étais pas au courant. Ok, ça roule, c'est top ça. C'est l'intégration d'Ara. On a rajouté les numéros de step. Ils n'étaient pas systématiquement dans toutes les pages. Donc ici par exemple, on ne le mettait pas dans la nouvelle version de Cerberus. Si j'ai le cas de test, on va voir qu'ici il est marqué 1, 2, 3. Donc quand j'ai pas mal de steps, ici je peux vite me retrouver un peu perdu. Dans la nouvelle version, là, j'ai bien 1, 2, 3 qui est repris systématiquement. Et pareil dans les exécutions, c'est aussi plus clair parce qu'on a rajouté dans le libellé aussi systématiquement les étapes de chaque cas de test. Pourquoi c'est marqué 1 point, 2 points, du coup? Comment? Pourquoi c'est marqué 1 point et 2 points? Pourquoi c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5 directement? Alors, parce que tu peux boucler sur un step. Donc, quand tu boucles, oui. Là, tu as ton step 1, ton step 2. Et si ton step 2 boucle, tu auras un 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Ah, donc c'est le nombre de la step plus le nombre d'exécutions, quoi. Ok. C'est le premier chiffre, c'est l'index de la step. Et le deuxième, c'est si elle boucle, la référence de bouclage. Donc là, je suis sur l'ancienne version. Voilà, on mettait juste le libellé. Donc là, on a rajouté libellé plus l'intitulé. Comme ça,
Des fois, on est un peu perdu dans les steps. Ça permet d'avoir systématiquement la step et bien se raccrocher aux bons éléments. On a baissé, alors quand le Cerberus lance un cas de test et se connecte à une infrastructure, il fait des checks de disponibilité d'un service d'exécuteur. Et il y avait un timeout qui était par défaut laissé à 2 minutes, ce qui peut être vachement pénalisant parce que si jamais le système en face réellement est down, ça veut dire qu'on perd 2 minutes à chaque exécution juste pour dire que le système en face est down. 2 minutes, c'est beaucoup trop élevé, donc je l'ai passé à 15 secondes. Ça permet en cas d'indispo d'éviter d'avoir une campagne qui reste coincée pendant 5 heures. On a rajouté, on ne le fera pas là, je vous laisserai tester, mais il y avait déjà une fonctionnalité de highlight d'éléments quand on faisait du CQLI. On l'a intégré aussi sur la partie Selenium. Vous pouvez maintenant, via un paramètre, donc il y a un paramètre de highlight, je les ai mis là. Donc il y avait déjà un paramètre de highlight CQLI element, highlight element. On a créé un Cerberus Selenium highlight element. Et quand je renseigne ici un nombre de secondes, à chaque fois que je vais interagir avec un élément, Cerberus il va changer le background de l'élément pour pouvoir le voir. Donc alors on l'a fait ça aussi pour Eratum parce que comme du coup c'est Eratum, il va potentiellement choisir sur quel bouton je vais cliquer avec ces critères. Si vous regardez votre exécution en live, des fois c'est intéressant de voir où Eratum a décidé de cliquer. Donc on a rajouté cette possibilité-là. Et du coup, toujours pour l'Android native, ça va être mis à jour, ça? Alors non, pour l'instant, le Highlight Element, il supporte CQLI, donc du desktop lourd et du web, mais pas ni de l'Android ni de l'iOS. Ok. Il faudrait que je regarde ce qui est possible de faire. Je ne sais pas si c'est disponible, ce genre de feature. Parce que ça serait cool qu'on puisse voir sur quel élément il clique, sur quel élément il vérifie s'il est présent ou pas. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait regarder côté Appium s'il y a des... Parce que le backbone Cerberus, il est prêt, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut juste regarder si côté Appium, c'est possible. Je ne sais même pas si c'est possible en fait en natif. Si tu peux changer le contenu à la volée de ce qu'il y a affiché dans l'application native. D'accord. Alors en ergonomie, donc on a rajouté un truc qui est un menu d'accès rapide pour les derniers cas de test, dernière exécution et dernière campagne. Donc comment ça fonctionne, c'est à chaque fois que je vais sur une exécution ou à chaque fois que je vais sur un cas de test, s'il est différent de cette liste, il va le mettre en haut de la liste et il va descendre. Donc par défaut, c'est les 5 derniers. Donc ça me permet finalement, si je veux switcher, si je travaille sur 2-3 cas de test en même temps, à tout moment, je peux facilement switcher sur son exécution, et revenir sur le cas de test, puis rebasculer sur la campagne que j'étais en train de faire. Sans devoir, ça accélère la navigation. Tout ça là, ça vient de qui? C'est une demande sur GitHub ou c'est des idées que tu as eues Non, ça c'est moi parce que j'étais embêté à chaque fois et ça m'embêtait de revenir derrière. Mais je pense que je suis pas le seul à avoir ce. Ouais. Moi, en général, je jouais plusieurs pages, je mettais à jour, tu sais, pour pouvoir jongler. Ouais. Mais là, c'est plus simple. Ouais. Non, c'est bien. Il y a vraiment pas mal des vols d'ergonomie là sur. Ouais. Il y a pas mal d'évols d'ergonomie. Et la dernière évol, du coup, qui avait été pas mal demandée. Alors, je sais que côté Decathlon, Clément, il m'avait dit que c'était parmi les trucs qui étaient vraiment sympas à améliorer. C'est la possibilité de surcharger les timeouts. TF1 nous l'avait aussi demandé. Donc maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit bouton qui apparaît à côté des actions. Donc le bouton, en fait, il apparaît à chaque fois que j'ai une action et qu'il se passe quelque chose. Donc ça apparaît sur les conditions. Parce que quand je fais une condition sur un élément visible, derrière, il y a une notion de timeout. Parce que mon élément visible, Cerberus va attendre un certain temps avant de dire c'est visible ou c'est pas visible. Il va pas instantanément, il va laisser le temps à la page de se charger avant de dire que c'est visible ou pas visible. Il y a une notion de timeout. Donc partout où il y a des notions de timeout, maintenant il y a un petit icône qui permet de surcharger
le timeout uniquement au moment où je le demande. Donc, c'est vrai sur les conditions, les actions, les conditions des steps et les contrôles et les conditions des contrôles. Et donc, comment ça marche? Donc, si on va s'amuser à faire un petit cas de test. Je vais revenir sur mon cas de test d'origine. Hop. Ça, c'est mon cas de test d'origine. Donc, on va pas changer le début et on va. Ce qu'on va faire, c'est je vais juste changer. Je vais remettre un XPath et je vais changer le nom de mon XPath pour qu'on ne le trouve pas. Donc, je vais lancer mon cas de test. Donc là, le Cerberus ne va pas trouver si je le lance en automatique. Donc, Cerberus ne trouvera pas le bouton parce que j'ai fait exprès de mettre un mauvais XPath. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre le timeout par défaut. Donc, le timeout que j'ai spécifié, soit au moment de l'exécution, où j'ai pu ici mettre un timeout en disant pour cette exécution-là, le timeout il est de 10 secondes ou de 20 secondes, la valeur que je souhaite. Et si je ne l'ai pas spécifié à l'exécution, il va prendre le paramètre de timeout par défaut qui est spécifié en global Cerberus. Et ici, Cerberus Selenium wait element, qui ici est par défaut à 20 secondes. Oui, donc forcément, c'est pas très grave. Donc là, il a attendu 20 secondes, par exemple, qui est le timeout par défaut parce que je ne l'ai pas spécifié au moment de l'exécution. Maintenant, ce qu'on peut faire, je vais juste corriger ça. Il ouvre quand même la page. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sur ce clic-là, je peux dire, en fait, le timeout, je vais le surcharger et au lieu d'attendre 10 secondes, là, je vais attendre, au lieu d'attendre 20 secondes, pardon, je vais attendre 10 secondes. Je surcharge mon élément, je sauvegarde. Là, il est bien pris. Donc, en fait, quand on a surchargé un élément, le bouton est bleu pour montrer qu'on a surchargé une option. Et il y a une petite info bulle là, si je mets, je sais pas si vous la voyez, il est marqué timeout. 10 000, ouais. Donc du coup, il va afficher seulement celle qu'on a activée. Donc ici, on peut mettre les valeurs et l'activer ou la désactiver, la surcharge en gardant la valeur. Donc ça permet de dire j'active ou pas ma surcharge. Donc là, je l'ai surchargé à 10 secondes. Et si je relance mon cas de test, ouais, j'ai pourri mon cas de test. Là, il n'a pas trouvé. Ouais, 10 secondes du coup. Ouais. Donc là, c'est dans un cas de test. Alors, je sais que côté Damar, toi, tu l'avais, Michael, plus dans un contexte où tu chargeais une page et après, sur une page, tu avais une dizaine de contrôles à faire. Et c'est ça. ta dizaine de contrôles, comme des fois, il y avait des timeouts, tu te prenais 10 fois 30 secondes. Alors que c'est idiot parce que comme tu as chargé ta page, il n'y a plus besoin de mettre un timeout 30 secondes. Un timeout de 30 secondes, c'est bien quand tu as fait une action et qu'on aussi doit recharger quelque chose. La page est déjà chargée et qu'il n'y a plus rien à faire. Le timeout, c'est le mettre à 5 secondes, même 2-3 secondes, et ça permettra d'accélérer les cas de test correspondants.
Ouais, parce que c'est vrai que nous, on s'en sert de temps en temps. On fait aussi parfois bon, j'évite de faire ça, mais on fait parfois aussi des contrôles d'absence d'éléments. Donc, on a des raisons de penser qu'à un endroit, il y a une information qui ne doit pas apparaître et qu'elle apparaît parfois. Et c'est vrai que si tu fais ça en standard, il attend hyper longtemps. Je crois qu'il attend une vingtaine de secondes, ouais, c'est ça, Ouais. pour s'assurer que l'élément n'est pas là. Alors qu'en fait, effectivement, comme la page est déjà chargée, là, ça va nous permettre de dire, ben voilà, au moment où tu fais ce contrôle-là, si tu vois que l'élément n'est pas là, ben, tu passes à la suite. C'est ça, ouais. Tu seras quand même obligé de mettre un time-out, mais tu pourras le mettre à 2-3 secondes. Oui, c'est ça. Ça évitera de plomber la durée de ton cas. Ouais, Il y avait un autre use case. Alors, côté TF1, c'était l'inverse. C'était par défaut, ils mettent un time-out qui est aussi à une vingtaine de secondes. Et sur certaines actions, ils savent que ça va durer beaucoup plus longtemps. Parce que, par exemple, on attend que certains éléments disparaissent et les éléments disparaissent après le passage de la pub sur un player. Ah, ok. Et une pub, ça dure pas 30 secondes. C'est plutôt 1 minute 50 ou 2 minutes. Et donc, sur certains éléments, ils voulaient mettre un time-out hyper élevé à 3-4 minutes. Et là, aujourd'hui, du coup, ils ont mis un paramètre global. Ce qui fait que dès qu'il y a un truc qui plante et qu'il y a un élément qui est pas là, bah, le Cerberus va attendre 3 minutes. Donc, c'était le cas inverse. Non, donc, très pratique. Donc là, il y a la souplesse de le changer à n'importe quel niveau. Et en même temps, donc on ne s'est pas contenté du time-out. En même temps, on a permis de surcharger le paramètre de similarité. Donc ça, c'est pour la reconnaissance d'image Siculi. Des fois, c'est pareil. Siculi, par défaut, il va faire 80% des pixels identiques. Il va considérer que l'élément est identique. Il y a des contextes où on veut que ça soit pas 80, mais 95. Et puis d'autres sur lesquels on veut que ça soit 50. Donc là, ça permet de, pareil, surcharger en disant je veux vraiment être strict là-dessus et sur d'autres similarités, je veux que ça soit un peu plus souple. Et on peut surcharger ou activer le paramètre aussi highlight element sur une action maintenant. C'est les 3 options qu'on a mis en surcharge. Donc, on peut en imaginer pas mal d'autres, vu que le mécanisme est présent maintenant dans Cerberus. Voilà, c'était la dernière feature et une de celles les plus attendues. Donc, je pense que voilà, celle-là et puis la partie Eratum, c'est les deux grosses améliorations. Normalement, devrait bien améliorer l'utilisation de l'outil. Dernière page, c'est un peu les points d'attention au moment de la montée de version. Donc, on a upgradé la librairie Groovy. Donc, si vous montez de version, retestez bien vos scripts Groovy. On est passé sur, je crois, c'est la dernière version de Groovy. Donc, vérifiez bien que ça se passe bien. On a fait beaucoup de refactoring au niveau base de données. Donc, le modèle de base de données, voilà, vous n'êtes pas supposé taper dedans, mais pour ceux qui le font quand même, faites attention parce qu'on a fait beaucoup d'alters de table sur le modèle de base de données pour bien nettoyer la structure de la base de données. Et du coup, il y a des alters de table sur les tables de cas de test. Donc ça va vite parce que c'est généralement des toutes petites tables. Par contre, il y a aussi des alters sur les tables d'exécution. Donc là, si vous avez aussi une base de données qui fait plusieurs gigas, voilà, anticipez-le un peu parce que ça risque de prendre du temps. Donc, c'est les 2 warnings. Donc, testez vos Groovy et au moment où vous faites la montée de version, prévoyez un peu de temps parce que côté base de données, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Un petit dernier slide. Pour ceux qui l'ont pas fait, mettez-nous un petit star sur le GitHub. ça nous aide à faire avancer populariser l'outil. Ah, je l'ai jamais fait, je vais le faire tout de suite. Ça roule. Ah, tu l'avais jamais fait, purée. Ah non. Comment tu peux le noter sur GitHub? Ok, je m'en occupe, je vais le faire. Ça marche, c'est gentil. Je passerai le mot à Simon. Ouais, bah oui, s'il l'a pas fait, faut le faire aussi. Bah et ouais, il y a en vacances. Il y a toute ta communauté. N'hésite pas à leur dire tous les jours qu'ils utilisent. Tu laisses tout du coup ton étoile? Comment? En haut. Tout en haut?
Ouais, c'est large. Hein. C'est écrit Star tout en haut normalement. Ouais. Hop, Ouais, je suis dessus. sur la source. Et là, moi, j'ai déjà une star. Une star. Ok, bah t'en as 183 maintenant. Oui, tu vois. Super. Impeccable. Merci. En tout cas, vous avez bien bossé Eratum, mais c'est hyper canon. Même les évols sur l'ergonomie, ouais, ça va être top. Ouais, ça va clairement dans le bon sens. Et ce qu'on va faire aussi, on est en train de préparer ça, Antoine, c'est un petit survey qu'on vous poussera pour participer, avoir un peu votre feedback sur qu'est-ce que vous attendez comme prochaines évols, en fait. Et voilà, essayer de collecter un peu vos irritants, les trucs que vous voulez voir améliorer. Il y a des sujets autour de l'intégration, être capable de mieux intégrer Cerberus. Il y a des intégrations vers Teams, il y a des intégrations vers X-Ray, il y a voilà l'amélioration du moteur. Enfin, on a fait une petite liste de ce qu'on avait en tête en termes d'amélioration de l'outil. On va vous la partager. On va faire ça via Slack, je crois, Antoine. Ouais, c'est ça. Et donc participer au survey parce que ça nous permet d'avoir aussi un feedback pour parcourir la liste et puis se dire bah voilà avec l'effort, etc. qu'est-ce qui manque dans l'outil ou qu'est-ce qui me permettrait d'aller plus vite dans ma définition des cas de test. Et du coup, ce serait quoi comme format de réunion, ce truc-là? Non, là, c'est un survey, donc on va vous envoyer juste un lien. Il faut juste lire la liste des fonctionnalités. S'il en manque, en rajouter, puis les scorer en disant, moi, parce Les ranker, qu'aujourd'hui, quoi, dans la c'est ça. backlog, pour vous Ouais. donner un peu de visibilité, ce qu'on est en train de travailler, c'est un système de webhook et de notification externe. La possibilité dans Cerberus de dire, à chaque fin d'exécution de cas de test ou à la fin d'exécution de campagne, ou dès que je modifie un cas de test ou je fais un appel externe de Cerberus vers l'extérieur pour remonter l'information. Soit c'est un système de reporting. Donc, on va rebrancher Slack dessus parce que c'est le même principe. Sur fin d'exécution de campagne, aujourd'hui, on envoie une notification Slack ou on peut envoyer un email. Donc, je refais le système de notification pour le rendre générique, pouvoir faire du Teams, un appel générique, envoyer un service sur un service de monitoring, par exemple, pour pouvoir facilement s'intégrer avec n'importe quel outil du marché. Ouais. Et que vous puissiez configurer en disant quand cet événement arrive, je veux un mail à tel endroit ou un appel de service à ça ou alors une notification dans Teams ou que vous puissiez facilement configurer de manière à ce que ça soit bien intégré. Yes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Mais voilà, c'est intéressant aussi de partager avec vous parce qu'il y a pas mal d'autres sujets. Et donc là, on enverra un lien avec un formulaire où on vous demandera de participer pour scorer ce que vous voudriez en priorité voir intégré dans Cerberus. Et après, en meet-up, là, on en fera à la rentrée de septembre. On fera une version anglaise de ce qu'on a fait là. Et puis pour ceux qui étaient en vacances, comme ça, il y aura une session de rattrapage. Et on fera une session dédiée Eratum avec Sacha, qui pourra du coup expliquer plus en détail le fonctionnement d'Eratum, expliquer un peu l'algo. Et puis, ça sera l'occasion de partager, soit si vous avez déjà eu des retours, mais sans retour, c'est voilà, qui est intéressé pour avancer sur les retours et les améliorations qu'on pourrait imaginer dans l'algo. Ouais, de toute façon, je pense que Decathlon va installer la 4.12 d'ici peu. Et je commence à regarder Eratum, du coup, je te dis avec la V2. Et... Nickel, ça fait plaisir. Yes. Super. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais je pense qu'elles ont été dites à l'oral. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne journée, sauf si vous avez des questions. C'est bon pour moi, pour tout le monde aussi, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Ok. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances bientôt. Ouais, toi aussi, Fabre aussi. Ok, merci. Et puis merci pour cette présentation et tous ces nouveaux éléments là que vous avez rajoutés qui sont bien pratiques. Ouais, super. Merci à tous. Merci Mickaël, merci Sophie. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Salut.